Grec. Pour Bac 70, nous allons poser quelques petites questions. D'abord, en fait, Pierrot, quel est ton âge? 63 ans, marié avec la délicieuse Maryse, que bon nombre de gens connaissent dans les paddocks. Que dire d'autre sur mon état civil, cher inspecteur? Bon, bah écoute, ça nous suffit. Bon, tu as tes pilotes moto, tout le monde le sait. Peux-tu nous parler un peu de tes débuts, si tu as des souvenirs, des anecdotes, puis en quelle année tu as commencé, peut-être déjà pour nous rappeler? Oui, la liste est longue dans les anecdotes, on n'aura peut-être pas beaucoup le temps. Enfin bon, j'ai commencé la compétition à l'âge requis, c'est-à-dire 16 ans en 64. La première moto que j'ai fabriquée, c'était l'année précédente en 63. J'avais donc 15 ans. Moto que j'avais prêtée à l'époque à un pilote qui s'appelait Denis Dayan, mort par la suite sur circuit, en voiture. J'ai commencé ma carrière dans des petites cylindrées parce que à 16 ans on n'avait pas le droit de courir en des cylindrées plus grosses que 250 cm3. Donc j'ai couru sur des 50 de diverses marques. La toute première course que j'ai faite, ça doit être la Côte-Lapisse de 64 sur un DEM que m'avait donné Georges Monneret, quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup aussi, et sur une 175 MV qui, pas du tout comme ses grandes consoeurs, n'allait pas souvent beaucoup au bout des courses, quoi. Voilà. Donc j'ai couru cette année-là également sur une 125 Honda Twin avec un kit compé client. L'année d'après, en 65, donc j'ai été remarqué par Jean-Pierre Beltoise qui créait une écurie Bultaco en France à la suite de son accident qu'il avait eu sur une René Bonnet à Reims où, en tant que pilote d'usine Bultaco, il se retrouvait un petit peu au chômage technique. Et j'ai fait quelques courses du championnat de France avec cette moto parce que je l'ai pas eu pour toutes les épreuves. Bon, je fais deuxième au championnat de France de 250, ce qui n'avait pas une très grande valeur. J'ai pas participé à toutes les courses et le niveau était pas forcément très fort non plus. Hein, voilà. De là, quand j'ai eu mes 18 ans, vite j'ai commencé à courir sur des grosses cylindrées. Je faisais quand même 1m82, même si j'étais pas très lourd à l'époque, mais le gabarit sur un 50, c'était pas ça. Donc j'ai couru après sur plein de marques, bien sûr, des Triumph, des Kawasaki. Très vite, je suis passé à ma propre marque parce que naturellement, comme je n'avais pas de moyens, mes motos en général, je les préparais moi-même. J'allais jusqu'à fabriquer des cadres. Justement, peux-tu nous en parler un petit peu, ces cadres PLT, tout le monde a connu? Bah, le tout premier cadre, on va dire, c'était donc avant que je cours, c'était en 63 pour un 50 Cadler, un cadre tubulaire que j'avais fait alors que j'étais élève du Garac, école de mécanique moto. Bon, c'était pas très bien vu par le directeur de l'époque qui m'avait viré à la fin de l'année scolaire parce que j'avais fait autre chose que le programme défini pendant cette année-là. Bon, le professeur avait été également viré, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Fallait pas être trop d'avant-garde dans ces époques-là. Bon, très rapidement, bon, j'ai couru quand même avec des motos, avec des cadres de leur propre marque pendant longtemps. Puis rapidement, pour arriver à avoir des performances, parce que j'ai couru vite fait également à l'étranger pour faire des courses, on va dire, plus intéressantes que les courses qu'on avait en France, sur des beaux circuits avec un plateau relevé. Et moi, j'avais toujours envie d'être au mieux, de progresser, d'aller vers quelque chose de bien. Donc, je me suis expatrié très très tôt. Et donc là, fallait, en plus d'un bon pilotage, fallait vraiment une moto dans le coup. Bon, un petit peu comme certains préparateurs anglais, quand on a des moteurs qui ne vont pas forcément être aptes à gagner des courses, il faut avoir des bons châssis, des bonnes parties cycles, des motos petites, légères, avec un mètre couple réduit. Et donc rapidement, là, je me suis lancé dans les fabrications de cadres. On va dire ça a commencé sérieusement en 69.
puis 70, et le tout premier cadre, on va dire typiquement PLT, avec mon identité, c'est-à-dire un cadre poutre, un excentrique de réglage de tension, avec dans la poutre contenance de l'huile moteur suspendu sur tous les cadres que je faisais, jamais de berceau en dessous le moteur. Ça a commencé en 70, voilà. Par une moto que je voulais faire pour les 24 heures de Barcelone, le circuit de Montjuïc étant un circuit très très exigeant, fatigant, avec beaucoup de freinage, un enchaînement de courbes rapides avec des courbes très lentes. Il fallait une moto maniable. Tu peux nous rappeler le nom de l'équipier que tu avais à l'époque, aux 24 heures de Barcelone? Guy Bertrand, qui a fait mon second pilote pendant de nombreuses courses d'endurance à cette époque-là. Et donc là, j'ai fait ce cadre poutre qui a donné après naissance à plein de petits frères avec des moteurs différents. Le premier, c'était donc avec un moteur Triumph pour Barcelone, un Triumph Bonneville. Puis on a eu beaucoup de réalisés avec des moteurs Kawasaki, des Suzuki, des Honda, et je dois en oublier quelques-uns. Et pour terminer, on va dire, ma carrière provisoire de préparateur, l'évolution du cadre était arrivée à ne plus faire de cadre du tout. C'est-à-dire avec cette coque que j'ai faite en 71, dans lequel il y avait un moteur Kawasaki, coque qui était faite en matériaux composites. Matériaux composites qui, à l'époque, on n'avait pas ni Kevlar, ni carbone, ni résine époxyde, qui permet d'avoir, par la forme même, des rigidités importantes, des poids super légers, et qui supprimait dans la moto le nombre de pièces totales. Ça, c'était important. Il restait donc plus sur cette moto que le moteur, la fourche, les roues et le bras oscillant. Dans le cadre, il y avait le réservoir, la selle, les fixations de bobines, de moteurs, d'allumage électronique, etc., etc. Donc en fait, on supprime plein de pièces, donc on arrive à des motos qui sont très légères, très rigides. Voilà. Bon, ça a été un peu en matière de châssis ce que j'ai fait en finale. Bon, voilà. Ensuite, c'est une autre histoire. Je suis passé à l'automobile où là, des châssis plus ou moins révolutionnaires ont vu le jour, là, après, il n'y a pas de problème. Pour en revenir à la moto, peut-être nous parler un petit peu des pilotes de ta génération qui t'ont marqué le plus sur le plan sportif et humain. Alors, il y a deux époques pour moi. Il y a l'époque qui m'a attiré vers la moto, qui sont les années 60, où là j'ai été attiré par des hommes avec un réel charisme, un honneur, un respect, enfin des tas de valeurs qui m'attiraient chez ces gens-là, des courses d'hommes. Voilà. Puis après, on va dire à partir des débuts des années 70, un changement assez radical de personnage. Voilà. Bon, on va pas polémiquer là-dessus. Maintenant, les pilotes, moi que j'ai connus et qui m'ont vraiment marqué, ça a d'abord été des pilotes étrangers. Il y a bien sûr Mackay Lood, qui pour moi est un maître, que ça soit aussi bien humain que en tant que pilote lui-même. Il y avait Chris Vincent en tant que sidecariste, qui était un attaquant hors pair, qui est quelqu'un qui me donnait des frissons dans le dos. Et bon, ça c'était quelque chose de bien. Maintenant, en France, il y avait Gérard Jumeau qui a été... Tu peux nous en parler d'eux, parce que tu étais quand même équipier célèbre. Gérard, c'était vraiment un ami avec qui, naturellement, moi je courais un peu avant que lui débute dans la course. J'ai des tas de photos de lui, du reste, où on le voit posté après, près du gars qui donne le départ des courses de côte. Il était un peu en retrait, toujours inquiet de voir comment j'allais faire la côte, surtout si j'allais pas tomber, quoi. Je l'impressionnais tout le temps un peu. Il me disait, fais pas le con, Pierrot, fais pas le con. Voilà. Et puis, il a commencé à courir en sidecar, au début avec un autre passager, et puis rapidement, il est venu me voir pour me dire,
Est-ce que tu veux être mon passager? J'ai dit oui, après une hésitation très longue d'une seconde et demie à peu près. Et donc là, on a passé deux ans absolument fabuleux, vraiment, avec des courses et un artiste du pilotage. Gérard, c'était pas un mécano, loin de là, mais c'était un artiste. Avec lui au guidon, mais j'étais capable d'aller sur la Lune, hein, et j'aurais cru ça possible, vraiment. Et donc, en plus de ça, l'homme était intéressant, il avait des tas de facettes, des multifacettes, on va dire. La carte mémoire, elle n'est pas assez longue pour parler de Gérard. Hein. Mais enfin bon, il nous manque beaucoup et ça, c'est un grand moment dans ma vie et c'est sûr que c'est quelqu'un que j'oublierai jamais. Quoi, voilà. Tu peux nous parler en 2 mots quand même un peu de ton époque automobile, lirons-nous un peu? Alors l'époque automobile, l'automobile est venue un peu à moi sans que j'aille la chercher lors d'un salon de la voiture et moto de course dans l'ancienne gare de la Bastille où j'exposais des motos de trial à l'époque que je préparais avec des réservoirs en Kevlar, des sabots en Kevlar, des pots d'échappement en Kevlar, puis également des voitures avec des spoilers, des béquets, des éléments aérodynamiques en fait, quelque chose que je maîtrisais assez bien. Et là, j'ai été démarché par l'usine Citroën, qui était très intéressée par mes produits, qui me connaissait de par mes préparations moto, et qui avait très envie de travailler avec moi. Donc j'ai commencé par travailler avec eux dans le domaine de l'aérodynamisme et dans le domaine de l'accessoire après, où on a vraiment sorti des spoilers et des béquets qui, sur une voiture comme la Citroën GS à l'époque, faisaient gagner quand même, chiffre à l'appui, 7 km/h à Montlhéry. Puis une consommation énergie également en baisse, chiffre qui était vérifiable parce qu'on a passé quand même quelques journées d'essai là-bas. De là, j'ai travaillé donc pour l'accessoire, mais rapidement le service compétition de Citroën, qui avait des problèmes de poids sur ses voitures, m'a appelé en disant venez vite nous voir, on a besoin de vous. Et je me suis retrouvé à faire sur les CX de l'époque, CX qui après ont fait le Dakar avec Jackie X, etc. Une multitude de pièces, dont même les pots d'échappement, je faisais en Kevlar, les blindages, les portes, les ailes, les échangeurs, le toit, enfin, quasiment... Une idée à peu près du gain de poids sur l'ensemble du véhicule que ça impose? Sur une CX, on arrivait à un point de poids de plus de 180 kilos. Voilà, c'était quand même pas mal. Bon, de là, après, je suis resté au service course Citroën pendant de nombreuses années, hein, pendant plus de 15 ans, où j'ai travaillé sur les BX. J'ai fait la carrosserie de la BX 4x4 qui avait fait le rallye de Monte-Carlo, l'exemplaire unique. J'ai travaillé sur les visas. Une porte de visa, par exemple PLT, avec l'entourage et la glace en macrolon pesait 800 grammes. C'est assez remarquable, en effet. Voilà. C'était même paru dans une revue de Dupont de Nemours comme un exploit technologique. Enfin voilà. Bon, enfin ça c'était le quotidien. Dans la compétition, c'est un peu toujours comme ça. Bon, de là rapidement, je me suis retrouvé à être contacté par le père Chardonnay qui importait les Lancia, qui, voyant ce que je faisais chez Citroën, avait envie que je fasse la même chose chez lui. Donc je me suis retrouvé à équiper toute la gamme Lancia en spoiler, béquet, donc gain de vitesse, gain de consommation d'essence, etc. Puis à travailler au service compétition sur les Stratos. Quand le service course a été dissous ensuite au moment de la venue de Jean Todt chez Peugeot. Ils ont acquis une 037 sur lequel j'ai beaucoup travaillé également, voiture qui était pilotée par Jean-Claude Ondruet à l'époque. Et donc je me suis retrouvé en même temps que ces deux marques travailler pour Peugeot, où j'ai travaillé sur les 205 Turbo 7 d'Harry Vatanen, 5 titres de champion du monde quand même. Sur la 205 Turbo 16, il y avait 29 pièces PLT. Carbone, Kevlar, etc. Bon, et puis là, ça a duré 15 ans, encore une fois. Donc, quand même, un bon passage dans l'automobile, quoi, on peut dire.
En effet. Bon, bah, effectivement, c'est une face un peu inattendue et cachée un peu. C'est vraiment remarquable. Très bien. Et maintenant, au niveau moto, tu pratiques un petit peu encore, il me semble, dans les courses un petit peu d'anciennes en démonstration. Je suis revenu en 99 à la moto, un peu amené à cela par un de mes anciens apprentis, Ludo, qui courait en Afama, qui avait envie que je m'occupe un peu de lui, que je lui apprenne certaines choses. Bon, et puis surtout, je me suis fait piéger par Anne-Marie Jumeau, qui tous les ans me demandait de venir dans cette démonstration. Et moi, j'avais quitté ce milieu un peu fâché, on va dire quand même. Donc, je voulais plus y revenir. Bon, elle a fait ce qu'il fallait pour que je revienne. J'ai couru, enfin, j'ai fait des démonstrations, on va dire, pendant presque 10 ans, hein, puisque j'ai arrêté il y a 1 an et demi à Montlhéry. Du reste, encore, après avoir commencé ma carrière en 64 à Montlhéry, je l'ai terminé en 2009. 2009, fin 2009, en septembre 2009 à Montlhéry, sur une organisation de l'UTAC, encadrée donc encore une fois par Anne-Marie Jumeau, et donc j'ai pu faire mes adieux à la piste là. Bon, si j'ai arrêté là maintenant, c'est parce que je suis encore capable de fabriquer des motos, mais de les piloter, c'est un autre problème. Là, j'ai plus ni la vision ni la santé pour pouvoir le faire. Voilà. Bon. Donc je suis encore de temps en temps en tant que spectateur ou pour aider les amis, voilà, sur les circuits, mais plus en tant que pilote. Bien. Bon, nous, on la retrouverons devant une réalisation que Pierrot vient de terminer il n'y a pas tellement longtemps, à base de moteur Ducati. Peux-tu nous donner un peu de précision, le temps que ça t'a passé, enfin des petits détails un peu de la réalisation de cette super machine? Ouais, le temps, je compte rarement le temps que je passe parce que ça en fait beaucoup quand même. Cette moto est partie d'une épave de 900 SS que j'ai récupérée où tout l'avant, y compris le cadre, était mort. Puis j'avais envie un peu de me lancer des défis, c'est-à-dire faire autre chose qu'un cadre PLT classique avec un monopoutre, partir sur un cadre en pointe de diamant, avec des tubes de bonne qualité, une géométrie différente d'un cadre Ducati, tout en étant intéressant, une colonne de direction réglable, de bonne dimension, aucun cintrage, jamais aucun centrage sur un cadre PLT. Voilà, que d'autres. Préparation soignée un peu de l'ensemble, un échappement spécial, un réservoir en carbone, dans lequel, à l'intérieur duquel se trouve la boîte de tranquillisation de l'injection, le système électrique, donc finalement il y a moins d'essence que ce que là peut paraître. Carénage minimaliste, c'est vraiment un café racer dans l'esprit un peu de l'époque, mais avec une moto un peu plus moderne. C'est-à-dire quelque chose d'assez minimaliste, petit mètre couple, une petite bête pour jouer, quoi, sur une petite route de campagne ou sur des petits déplacements. Hein. Pas une grande moto sportive, pas une routière non plus, une moto comme toutes les motos devraient être, une moto plaisir. Voilà. As-tu une idée du gain de poids par rapport à une machine d'origine? Une vingtaine de kilos. Bon, le carbone, déjà, il fait pour quelque chose. Le cadre est réalisé en 15 CDV6, un matériau aviation très léger, très rigide. L'échappement également, un peu plus léger quand même beaucoup plus léger que celui d'origine. Oh, il y a une vingtaine de kilos de poids. Voilà. Ce qui est important, c'est la géométrie qui est différente, qui est vraiment adapté à une moto joueuse, une moto agile, très maniable. Et pour réaliser une telle moto, est-ce que les gens, enfin des passionnés peuvent éventuellement te demander des conseils pour réaliser, pour personnaliser leur moto, pour avoir quelque chose aussi propre que celle-ci, par exemple? Est-ce qu'on peut te contacter? À quel endroit? Il n'y a aucun problème, on peut venir me voir. Je n'ai encore jamais mangé personne. Voilà, donc tout le monde peut venir me voir. Je peux prodiguer des conseils avec grand plaisir, leur dire comment faire pour se monter eux-mêmes une moto. S'ils ont besoin d'un coup de main, je serai pas loin. Voilà, c'est dans cet esprit que je peux faire des choses pour eux. Comme maintenant, comme tu as pris ta retraite un petit peu, même en ancienne, tu penses venir sur quelques circuits de démonstration d'anciennes? Tu peux nous donner par exemple
quelques dates ou quelques endroits qu'on peut peut-être retrouver? Prochainement, on va dire, je serai pour aider 2-3 amis cyclaristes et également Christian qui court sur une 500 PLT. Je serai donc au Trophée Coluche. Je serai également au Trophée Jumeaux, bien sûr, pour plein d'autres raisons. Hein. C'est des amis, donc je me sens un peu obligé d'y être. Et puis après, plus tard, ça sera Moto Salon. Voilà, maintenant, je peux faire des apparitions à droite à gauche sur un circuit, je ne sais pas non plus à l'avance. Disons que ces 3 rendez-vous, voilà, sont assez sûrs. Très bien, merci Pierrot. Peut-être encore une question qu'on n'avait pas abordée. En dehors de la moto, effectivement, qui doit te prendre beaucoup de temps, est-ce que tu as d'autres loisirs qui te passionnent? Passionne, oui, plein de choses. Les forêts, les déserts, les voyages, donc découvrir des pays, des cultures différentes. Je suis très curieux de voir ça, de me mélanger aux populations, de discuter avec les autochtones de leur culture et même de participer à ce qu'ils font. Hein. Bon, je vais assez régulièrement voir des Indiens mayas, par exemple, ces dernières années, participer à des cérémonies avec eux. Il m'est arrivé également avec Maryse d'aller dans le sud-ouest des États-Unis, voir des rodéos, des fêtes indiennes, des danses. Voilà, ça c'est des choses qui me passionnent, tout à fait. Bon, maintenant la Terre n'est pas si grande que ça, mais enfin bon, il y a encore des tas de choses à voir. En Asie également, nous allons assez souvent. Enfin voilà, les voyages, les cultures, les différences, essayer de comprendre, de voir, de m'imprégner, et d'aller dans de belles forêts, dans de beaux déserts, d'emporter une gourde d'eau et de marcher. Voilà. Très bien, mais effectivement, Pierrot, c'est l'homme un peu éclectique. Hein. La moto, en fin de compte, mène à tout, au voyage, à la passion, même aussi, je sais, un petit peu à la peinture, parce que j'ai cru voir un petit peu quelques estampes, un peu. Oui, un peu tout ce qui est décoration, design, moi ça m'intéresse. Quand je dessine une moto, c'est du design. Quand je dessinais une voiture, c'est du design. Donc bien sûr, là en ce moment, tu parles des réflexions que je fais dans mon appartement. Bon, je vais pas prendre un designer d'appartement, je suis assez grand pour le faire moi-même, voilà, et puis ça apportera une touche un peu différente. Voilà, j'ai un appartement PLT maintenant, donc c'est un peu ce que je voulais voir. Maintenant, bon, je m'intéresse aussi à plein de choses. J'ai fait du sport pendant de nombreuses années. Après la moto, j'ai fait l'automobile, mais après j'ai fait du marathon, j'ai fait du triathlon à haut niveau. Ça m'a permis également de voyager, de rencontrer des personnes très intéressantes, d'avoir des sensations physiques et mentales très poussées. Bon, ça c'est des choses, forcément, petit à petit, ça remplit l'ordinateur interne. Hein. Donc après, on voit plus les choses de la même façon et c'est un peu comme ça que je vois la vie, quoi. Ouais, donc on peut dire, Pierrot, une vie très complète, très éclectique, parfaite, Bien en somme. Très bien. En tout cas, on va te remercier pour cette interview et puis de devoir un peu décrire un peu ta passion à travers les âges. D'accord. Merci Pierrot. De rien.